de morts, 100 000, 200 000 de disparus, ce qui est vrai, absolument catastrophique. Mais en même temps, les désastres économiques, financiers, sociaux, tiens. Mais c'était pendant cette période-là qu'on a eu près de 400 000 emplois perdus, licenciés. Combien d'entreprises ont été véritablement fermées à ce moment-là? Et fermées, les gens n'ont pas réagi. Pourquoi n'ont pas réagi? Parce qu'il y avait la violence. Et qu'en fait, ils voulaient c'est le classé. Pourvu qu'on me... Voilà. Donc, l'histoire de la violence. Effectivement, une violence qui va servir ici, mais alors de façon directe, des intérêts multinationaux et des intérêts nationaux, privés, nationaux. Donc, il est vrai qu'on n'a pas tiré d'expérience. Et j'ai en mémoire le bilan qui a été fait de la période pomédienne. Peu de gens le savent aujourd'hui. Et j'ai travaillé sur ce bilan. Synthèse du bilan 67-78, ça s'appelle, qui a été fait par le ministère de la Planification de l'époque, qui avait à sa tête Brahimi. C'est un bilan, mais alors, qui fait une critique radicale de la période boumedienne. Sur le plan économique, parce qu'évidemment, on ne touchait pas aux affaires politiques. On n'allait pas dire que Boumedienne était un dictateur. Non, sur le plan économique. Et qui a... Mais en fait, quand on analyse de plus près ce bilan-là n'était pas du tout un bilan au sens objectif. Parce qu'en réalité, il s'inscrivait dans une lutte de clan, parce qu'il y avait des réaménagements au niveau du pouvoir, et qu'il y avait intérêt à affaiblir une partie du sérail par une autre, et en disant, regardez ce que vous avez fait pendant 10 ans ou 12 ans, en réalité, l'étatisme n'a fait que inefficace, bureaucratie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui va donner les fameuses restructurations dans les années 80, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça n'est pas... Moi, il y avait des éléments, évidemment, comme toujours, dans tout rapport, il y a des choses intéressantes à tirer. Mais il fallait aussi une lecture politique. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir une lecture un peu plus distancée, et donc loin des luttes de clans? Voilà, c'est ça le problème. Alors, moi, je suis sur l'expérience Habroche, honnêtement. Moi, j'ai travaillé là-dessus. Dans mon ouvrage, il y a toute une partie consacrée à la période Habroche, mais que je vais reprendre, parce qu'il y a des choses qu'on peut intégrer aujourd'hui. Il y a une chose que je peux regretter aujourd'hui. Il est vrai que l'expérience Habroche a été parmi les expériences la plus, en tout cas sur le plan des idées très, très intéressantes, effectivement, il y a eu des tentatives très intéressantes. On peut discuter de l'orientation. J'ai dit tout à l'heure que Habroche appliquait un programme d'ajustement structurel internalisé, il disait. Bon, on peut le discuter. Mais il faut tirer un bilan complet de l'expérience en question. Et pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. La tendance, et les Hamrochiens tout particulièrement, je ne sais pas s'il en existe, mais en tout cas il y en a quelques-uns qui se réclament un peu de Hamroch. Jamais, pas même Hamroch lui-même, je n'ai entendu un seul, de faire une autocritique. Aucune. Alors, nous sommes les meilleurs, nous avons fait, et vous n'avez... En gros, quand tu veux aller plus loin, en gros, vous n'avez rien compris. Algériens, vous n'avez rien compris. On a voulu faire pour vous et vous n'avez rien compris. D'ailleurs, regardez la situation dans laquelle vous êtes. Donc, par conséquent, c'est vrai qu'il faut impérativement, et il est vrai aussi qu'il faut regarder ailleurs, effectivement, les différentes expériences. J'avais suggéré, alors, vraiment pour la petite histoire, j'avais suggéré une fois... Non, Jean est militant de la Ligue des droits de l'homme comme moi. Sabotage. Justement sur l'expérience.
J'avais suggéré à un militant, alors là, pour ne pas un militant du FFS, clairement, j'avais des atomes crochus sur le plan personnel, sur le plan politique aussi, et puis je lui avais suggéré la chose suivante, justement, à propos de l'expérience brésilienne. Je dis, vous, à l'époque, ils avaient je ne sais pas combien de communes en Algérie, dans la région Kabylie en Algérie, en Kabylie. Et je dis, mais attends, est-ce que vous n'avez pas, bon, quand même, une vingtaine de cadres bien, bons cadres, sérieux, sur lesquels vous pouvez compter, que vous allez investir 2-3 communes, pas plus. Et vous allez vous inspirer de l'expérience de Porto Alegre. Juste ça. C'est-à-dire en faisant participer aussi les citoyens à la gestion de la commune. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, c'est vrai. Mais regardez Al-Khawa, venez. Assemblée générale du village. Venez voir. Regardez nos moyens. Voilà nos budgets. Voilà nos... Ça, vous pouvez le faire. C'est facile. Je suis sûr que le pouvoir va tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est à votre portée. Parce que ça ne porte pas sur de grandes ressources. Donc, par contre, ça n'intéresse pas les gros prédateurs. Mais bon. Mais c'est une... moi, je le voyais comme une... éducation citoyenne à la démocratie. Je dis voilà, vous faites ça sur 2-3 communes, et ces 2-3 communes, en fait vous allez voir que ça va devenir une sorte de modèle. Voilà, que les gens vous disent, ah oui, mais en fait, en réalité, mais les Algériens, ils peuvent quand même gérer, pour peu qu'ils soient associés à la gestion, que ça soit transparent, qu'on sache exactement les fonds, vers qui ils vont, et comment c'est géré, et ainsi de suite. Tu vois. Même si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas construire les routes, mais en disant voilà. Et là, on m'a regardé avec beaucoup t'es un rêveur. Moi je dis d'accord, je continue mes rêves. Alors, sur les IDE, investissements directs étrangers. Vous savez, dans comment on appelle ça, dans la botte de la mariée, c'est ça, non? La corbeille de la mariée, la botte. Merci José. Et pour vendre la zone de libre-échange aux États du Sud, l'Europe disait la chose suivante. Vous savez, vos économies, de toute façon, l'ouverture libérale, le développement de l'économie de marché, en fait, ça va faire affluer les investissements directs étrangers. C'est ça. Disons, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez avoir des capitaux qui viendront de partout, et notamment d'Europe, parce qu'ils trouveront matière. Le bilan, il est particulièrement maigre. Pour ce qui est de l'Algérie, en fait, à vrai dire, les secteurs dans lesquels nous allons avoir des investissements étrangers, c'est bien évidemment les secteurs miniers, les hydrocarbures et mines, principalement les hydrocarbures, absolument aucun doute, secteur entier. Certaines privatisations, évidemment, qui se sont avérées particulièrement juteuses. Je cite par là Orascom et Nejma aujourd'hui dans la téléphonie mobile. D'ailleurs au détriment de l'opérateur historique, Algérie Télécom, qui lui croulait sous les dettes. Pourquoi sous les dettes? Alors c'est ça qui est assez dramatique. Vous savez qu'Algérie Télécom était déficitaire. Pourquoi? Parce que les plus grandes factures impayées étaient des factures des administrations publiques, de l'État, des services de sécurité, des préfectures. Personne ne payait. Mais c'était des sommes colossales. Évidemment, comment voulez-vous qu'une entreprise comme celle-là, une entreprise publique, soit équilibrée? Impossible. Eh bien, on se dira, regardez ce canard boiteux. Ben, évidemment, vous prenez un canard, vous lui attachez les jambes et vous lui dites qu'il est boiteux. Non, il n'est pas boiteux, il n'a pas de jambes du tout. Donc c'est ça le drame d'Algérie Télécom. Or,
quand on a ouvert effectivement le marché de la téléphonie mobile, grâce justement aux IDE, on a vu qu'effectivement, Orascom a fait vraiment plus que son beurre. Et les JMA, enfin le Wataniya, je ne sais pas comment il s'appelle, le Wataniya, pareil. Non, pour les dos, c'est QTE. Non, pour les dos, c'est Non, c'est C'est autre chose. Si, c'est ça. C'est ça. Non, pas Qatar, non, c'est pas. Ça, c'est un fournisseur d'accès Internet, Oredo, non? C'est pas la téléphonie mobile. C'est Nejma. Nejma. Ah oui. Donc, très peu d'investissements dans les secteurs manufacturiers. Très peu, voire, si ce n'est à l'occasion des privatisations, tout simplement. Là, évidemment, on a eu, l'investissement, entre guillemets, en fait, à vrai dire, c'était le dinar symbolique, ArcelorMittal, qui a racheté le Hadjar. Lafarge et les cimenteries. Donc, tous les secteurs, effectivement, qui sont... Ah non, pas les banques. Pas du tout. Non, les banques, c'est plus compliqué. Pas du tout. Les banques étrangères qui se sont installées sont vraiment très loin de servir l'économie. Très loin de servir l'économie. En fait, ils se sont spécialisés notamment dans le crédit à la consommation, parce que dans le crédit à la consommation, d'ailleurs, d'où la Christine Lagarde, il faut rétablir le crédit à la consommation. En fait, parce que simplement les banques étrangères, notamment françaises, disaient, attendez, il n'y a plus... la source de nos profits, elle s'est tarie. Et puis surtout, les investissements étrangers, en réalité, c'est quoi? C'est des capitaux des firmes multinationales. Et vous pensez que les firmes multinationales, ils viennent dans un pays qui est en situation économique problématique? Mais non, pas du tout. Ils vont dans les pays où il y a du profit. Là où il y a des perspectives de profit, ils y vont. Là où il y a des problèmes, là où il y a des marchés complètement réduits, en fait, des marchés qu'ils ont déjà. Je lisais une interview du patron de Peugeot en Algérie, il y a 2 ou 3 ans, et au détour d'une question, le journaliste lui dit « Mais pourquoi vous ne voulez pas investir en Algérie ?» Et le patron de Peugeot, mais de façon claire et nette, lui dit « Pourquoi voulez-vous que j'investisse en Algérie? Mes voitures, elles se vendent en Algérie. Je n'ai pas besoin d'investir. Pourquoi voulez-vous que j'investisse? Je peux vendre mes véhicules sans investir. » Et je pense que c'est le raisonnement de la plupart des multinationales aujourd'hui. Il n'y a pas de rapport de force. C'est la prédation comme tout le monde. Tout à fait. Ils sont tous prédateurs dans cette affaire. Ils participent effectivement à cette entreprise. Qu'ils soient algériens ou... Pour l'exemple de Peugeot, comme les autres automobilistes, ils ont négocié qu'au bout de 5 années de voilà, au bout de 5 années, avec 50 000 véhicules par an, pour chaque année, ils transfèrent des outils de production. Ce qu'ils organisent, c'est qu'au bout ils capitalisent sur 4 ans, au bout de la 5e année, ils créent une pénurie. Et ils descendent en dessous des 50 000%, les compteurs se remettent à zéro. Et il n'y a personne pour protéger l'économie nationale. Il n'y a personne pour protéger l'économie nationale parce que, et c'est là que dans ma conclusion je disais qu'il faudrait être très attentif, c'est que en fait l'économie nationale, en réalité, elle est l'otage d'un certain nombre de groupes au sein des appareils et qui, eux, ces groupes-là, n'ont absolument aucun intérêt, effectivement, à ce qu'on développe une économie nationale, productive, et ainsi de suite. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est qu'on maintienne cette économie faite de consommation, d'importation, et ainsi de suite. Parce que c'est là qu'ils sont. Donc ils ne se voient pas du tout changer d'économie, aller vers une économie de production. Parce que aller vers une économie de production, ça veut dire effectivement aller à l'encontre de leurs intérêts actuels. Donc pour revenir à... Donc voilà un peu la... Sur quoi là, bon, c'est pas une question d'explication.
Là, je pense que ça serait bien qu'on donne suite à ce débat-là, c'est-à-dire bon, on a décrit une situation bloquée en fait, et dramatique par sa réalité. C'est quelles sont les pistes de travail qui permettent aux uns et aux autres, qu'on soit économiste ou pas, pour essayer de formuler, pas des solutions, mais au moins un certain nombre d'exigences et de pistes, et les faire connaître. C'est ça qui, tu vois, 2 ou 3 pistes de travail, tu vois, qui permettent un travail collectif, ouvert et tout. C'est ça ma dernière question. Enfin, Gaïna. Et excusez-moi juste, pour abonder dans ce que vous dites, je vais en rajouter une couche. En fait, les pistes du travail qu'évoque, c'est quelles sont les pistes de travail qui peuvent être les plus fédératrices possibles. Pourquoi? Parce que, sachant que la culture économique qu'on partage tous est extrêmement hétérogène, quand elle n'est pas très superficielle, comment on peut en fait avoir des pistes de travail qui soient convergentes? Vous avez cité par exemple le cas de, je sais pas, en gros le débat mondial économique actuel, il est en grosse maille entre les néo-keynésiens et les friedmaniens, les libéraux. Alors, ça c'est trop, ça. Hein? C'est ce niveau très... non, mais ce que je veux dire, si on est dans une posture complètement libérale, ok, on peut avoir des libéraux ici, ou on est dans une posture avec un État régulateur. En gros, notre grosse culture algérienne, en termes économiques, c'est qu'on est plutôt dans la seconde option, même si on est un libéral à fond, dans les faits, dans la réalité. Et on est plutôt dans une culture où l'État, je pense que c'est héritable de la culture française, où l'État a un bras. Voilà, on est dans un État jacobin. Comment on peut dégager, comment on peut sortir de ça? Hein? Par exemple. Oui. Comment ça se fait? Je ne veux pas comprendre pourquoi, mais pourquoi la mondialisation, par exemple, n'a pas d'effet positif sur l'Algérie, en supposant qu'elle en est ailleurs? Par exemple, on sait bien que le capital cherche toujours à trouver la meilleure opportunité pour verser des salaires les moins élevés possibles, pour pouvoir faire du profit. D'où l'externalisation des pays développés vers les pays sous-développés. On aurait pu imaginer qu'on ait aussi un mouvement de ce type pour exploiter la main-d'œuvre algérienne, quoi. Après tout, et puis après tout, l'État algérien aurait pu contribuer, comme le font les Chinois en fait. Hein. Ils contribuent à leur propre exploitation en développant des industries qui viennent d'ailleurs. Et ça ne s'est jamais fait en Algérie. Alors est-ce qu'il manque une base de connaissances, enfin je veux dire au sens du personnel, au sens des ingénieurs, au sens de la formation Est-ce qu'il y a un manque de ce point de vue-là? Est-ce que l'éducation est insuffisante pour permettre un tel développement? Ou bien est-ce que c'est simplement parce que la rente empêche, manifestement,